je suis chargé d'ouvrir officiellement cette séance. Je veux auparavant prononcer les quelques mots de bienvenue qui sont d'usage dans notre maison. Donc, vous le savez, vous êtes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous organisons toute une série d'activités, puisque nous regroupons un musée, un centre d'architecture, une école, une bibliothèque spécialisée, un centre d'archives. Ce qui veut dire que nous conservons des collections, nous organisons des expositions, des manifestations culturelles. Nous avons une offre de formation et d'enseignement supérieur par le truchement de l'école de Chaillot qui forme les architectes déjà diplômés à devenir des architectes du patrimoine. Et nous offrons toute une série de ressources aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants, bibliothèques, ressources numériques, publications. Nous éditons ou coéditons une quinzaine de titres par an. Et parmi ces ensembles d'activités, nous disposons au sein de la Cité d'une structure qui s'appelle l'Observatoire de la Chine contemporaine, dirigé par François Gède, qui est parmi nous et qui va bientôt monter sur la scène, et qui a développé avec d'autres, avec le ministère de la Culture, depuis un certain nombre d'années, un programme de coopération dont nous commençons à mesurer les résultats et à recueillir les fruits. Alors aujourd'hui, la lumière et le projecteur est mis sur une coopération avec cette région qui s'appelle le Guizhou. Nous avons engagé une coopération depuis 2008, donc ça commence à faire 6 ans maintenant, qui nous a permis d'identifier un certain nombre de besoins auxquels nous essayons de répondre du côté chinois, et qui ont donné lieu à des échanges qui se développent chaque année. Parmi ces besoins, il y a évidemment celui d'un cadre juridique qui permette à la fois de protéger le patrimoine existant, d'éviter les destructions et peut-être d'organiser un peu mieux les constructions. Il y a des besoins qui s'expriment en termes de tourisme. Notre idée, en plein accord avec la partie chinoise, est évidemment de promouvoir l'idée d'un tourisme durable, soutenable. Il y a évidemment des préoccupations économiques qui nous conduisent à privilégier tout ce qui permet de maintenir les populations locales sur place, d'éviter qu'elles n'aillent vivre dans les villes. Et évidemment, il y a des préoccupations d'ordre environnementaux, donc nous privilégions là aussi le durable, le long terme et la préservation. Voilà, moi j'arrête là ces quelques mots. Va vous être restitué aujourd'hui le résultat d'un ensemble d'échanges et de séminaires. Et donc je vais laisser peut-être Alain Marinos, qui est inspecteur général au ministère de la Culture et de la Communication, présenter les intervenants et organiser les débats. Je vous souhaite de bons échanges. Merci beaucoup, Guy. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite notre table ronde. Je pense qu'on ne va pas passer du temps à vous présenter. Je pense que ce qui est très important, c'est que vous présentiez chacun votre tour. Voilà, cette coopération avec le Guizhou s'inscrit dans une coopération franco-chinoise entre le Centre de formation et de recherche sur le patrimoine mondial pour l'Asie et le Pacifique de Shanghai, qui est sous les auspices de l'UNESCO, l'Université Tongji, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et la Direction Générale des Patrimoines. Alors c'est une coopération qui a commencé il y a longtemps, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Nos amis chinois, depuis 2008, nous ont proposé, depuis un colloque mémorable, Isabelle Maréchal a probablement parlé de ce colloque, je pense un petit peu, parce que ce colloque, c'est Isabelle qui l'a conclu. C'était à Guiyang en 2008 et ça a lancé véritablement cette coopération sur le Guizhou. Voilà, je ne vais pas en dire plus et je passe directement la parole à Françoise Gède. Merci Alain. Alors je voudrais, outre ce cadre, dire que nous sommes ici sur un programme pluridisciplinaire, ça a été évoqué, et pour monter un programme pluridisciplinaire, ça ne peut pas se faire sans un certain nombre de partenaires. Donc il y a le ministère de la Culture, vous avez entendu son implication. Il y a aussi l'Institut français qui nous permet d'accueillir les 2 musiciens du village de Dimène qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a le Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes avec qui nous avons organisé la venue de ces 2 musiciens, non seulement à Paris, mais nous étions avant, et c'est leur premier séjour en France,
dans des lieux extraordinairement connus comme Chauny-en-Ballan, Romans, Vanosque, Tain-l'Hermitage, ça commence à être un peu plus connu grâce au vin. Mais donc la question des villages et de l'articulation sur le territoire est celle qui nous préoccupe tout autant qu'elle les intéresse et que les problématiques que nous avons sont communes. Donc tout ça, c'était pour évoquer le Centre des musiques traditionnelles de la région Rhône-Alpes. Mais nous avons également, et j'en ai la représentante à mes côtés, le CNRS avec le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, et puis l'implication de beaucoup de personnes par leur savoir-faire et leur connaissance, et je pense, même s'ils ne sont pas avec nous, à l'Association des populations des peuples de montagne, qui nous a permis de connaître tout le volet sur l'agriculture, l'agronomie, et ce qui nous donne le plaisir d'avoir avec nous Régis Ambroise, qui est un des grands initiateurs en France, un des grands vulgarisateurs de cette réflexion sur les paysages et sur les territoires. Bien sûr, ce travail qui est un travail collectif, je reprends là des terminologies de l'Association des populations des montagnes du monde. Nous travaillons sur cette notion de biens communs ou de biens communaux. C'est encore un vocabulaire lié au territoire. Elle est liée à l'énergie d'énormément de personnes et de personnalités. Parmi elles, il y a celles qui sont convaincues de l'importance du travail que nous faisons, et je voudrais remercier tous ceux qui nous donnent un coup de main pour les traductions. Je pense à Sabine Leb qui est en train de chuchoter pour que vous ne l'entendiez pas à l'oreille de nos deux représentants. Mais je pense également, elle est au premier rang et elle chuchote pareillement à Wei Xiaoli pour que les musiciens suivent aussi nos échanges. Et puis, il y a les architectes qui sont à l'école de Chaillot, sont des architectes, mais ce sont aussi des étudiants dont l'enthousiasme est grand. Il y a les étudiants qui sont à l'agro-paritech ou à l'école de paysage de Versailles et qui se sont passionnés pour ces thématiques sur lesquelles nous sommes. Et vous allez voir que le champ est très large, donc j'espère n'oublier personne. Je tourne autant que je peux ma tête. Et en tout cas, dans les présents, non, mais il y a ceux dont l'influence est pour nous importante. C'est nos partenaires de Shanghai, l'université Tongti, bien sûr, avec le centre de recherche et de formation au patrimoine mondial, des interlocuteurs avec lesquels nous travaillons depuis 1998. Et puis, bien sûr, les amis que nous recevons aujourd'hui. Je dis amis parce que beaucoup de liens d'amitié se sont créés au fur et à mesure de ces années. C'est Monsieur Jeanne Ressine, qui est à côté d'Alain Marino. C'est le directeur d'un écomusée. Je vais vous expliquer bientôt ce que je mets derrière ces mots d'écomusée. Un concept qui a commencé à s'implanter en Chine il y a une quinzaine d'années et qui s'est développé avec sa collaboratrice, Madame Du Kexin, qui, elle, vient du Bureau de la Culture de la province du Guizhou. Et puis, je ne résiste pas à reprendre le jeu de mots de ma collègue d'Émilie. Nous recevons quand même aujourd'hui, elle a cité les Wu. Les Wu, on a le petit Wu et le grand Wu, parce qu'ils ont tous les deux le même nom de famille, mais l'un fait partie de la première promotion des enfants et des musiciens qui ont été formés par le grand Wu. Ils sont tous les deux musiciens, ils sont tous les deux dans ce rôle de transmission et de conseil dans ce centre, cet écomusée, qui existe non pas en un exemplaire, mais dans une pluralité de déclinaisons, à Dimène, à Tangane et dans bien d'autres lieux. Je parle trop ? Non, on va leur donner la parole. Oui, bien sûr. On va leur donner la parole. Donc, j'avais encore quelque chose à vous dire, mais tant pis. Bon, ça sera pour tout à l'heure. Voilà, mais merci Françoise. Bon, ben je pense qu'il est temps de donner la parole à nos invités. Donc, Jeanne Ressine. Et... Ah bon, alors elle va expliquer. J'ai retrouvé, je vous ai promis de vous expliquer ce qu'était l'écomusée, c'est la donnée de base. Un écomusée au sens,
on a mis 3 ans à comprendre parce que les noms propres se traduisent pas facilement. Nous, en entendant écomusée, on pensait le musée, l'écomusée d'Alsace. On se disait bon, on voit pas vraiment ce qu'il y a comme point commun. Et puis un jour, je me suis dit, il faut en finir avec cette incertitude. On avait plutôt l'habitude, nous, de traduire par centre écologique et culturel, agro et culture, etc. Et puis un jour, je me suis dit, non, il faut qu'on aille voir vraiment quelles sont leurs idées, puisqu'ils nous disent, ça vient de France. Et donc, j'ai retrouvé que derrière le nom que j'entendais comme l'IFA, il s'agissait de Monsieur Rivière. Henri Rivière, qui est le fondateur du musée des arts et traditions populaires et qui définissait un musée comme ceci. C'est un lieu qui est un lieu conservatoire, c'est un lieu donc, qui a vocation à développer toute une collection d'archives qui peuvent être transmissibles. C'est un lieu qui a une vocation de formation et de transmission par rapport aux générations suivantes, par rapport au village. C'est un lieu qui a une vocation à être un lieu laboratoire. Voilà la définition d'Henri Rivière, sachant que cet écomusée est quelque chose qui se développe non pas par un projet décidé par l'État ou par une quelconque instance supérieure, mais qui se développe en lien avec la population. Donc c'est leur base de travail et ils vont vous l'expliquer plus directement. Voilà, donc nous allons leur passer la parole. Jen Roching, Du Keching. Voilà, je pense que je n'ai pas fait d'erreur, je ne sais pas. Voilà, je vous passe la parole. Je voulais avant quand même dire toute mon admiration pour eux. Je les ai vus sur place travailler. Et avec Daniel Duché, lors d'une mission, d'ailleurs, Daniel est là-bas dans la salle, lors d'une mission en Chine, et je crois que... Bon, je m'arrête là, je leur passe la parole. 对，我们那个地门那个博物馆呢，是在贵州的那个黔东南，一个山村，一个叫地门的这么一个小村子。它其实博物馆的那个范围呢，是除了地门以外的有15个村落。 来形成的这么一个寨子，这个村落大概有上千年的历史，它是唐代就有人到这个地方来居住，所以我们以这个博物馆是一个社区的概念，是以一个侗族的村寨，它辐射了15个村庄，有46个自然的村落形成的这样的。这个博物馆Donc là, je vais vous parler du village de Timen, puisque notre musée, écomusée, est bien à Timen. Timen est situé dans la région de Chiang Mai. En réalité, Timen, notre musée couvre une quinzaine de villages qui ont tous plus de 1000 ans d'histoire, qui remontent à la dynastie des Tang, et notre musée est vraiment au service de la communauté. 这个博物馆建立以后呢，我们主要做有3件事情。一个方面就是要记录这个村子的发展的历史，就相当于一个这个村子的一个档案馆。Et notre écomusée a 3 missions. La première est de conserver toutes nos archives et de devenir en quelque sorte les archives historiques de notre région. 我们会记录它各个方面的信息，包括音乐的、建筑的，还有他们的很多节日、生活的习俗、每天的生活。Et nous enregistrons ou nous collectons toutes sortes d'informations relatives à notre région qui peuvent être aussi bien des informations liées à la musique, à l'architecture, aux fêtes traditionnelles, aux coutumes et à la vie quotidienne. 同时，我们也会开展很多那样的文化的保育和传承的工作。Nous faisons également des activités de formation et de divulgation, oui. 比如每周都会有博物馆的很多，每周都会有一个博物馆的活动日，村子里的很多小孩会到博物馆来学习音乐、手工技艺。Chaque semaine, nous avons un jour d'ouverture pour les enfants. On appelle ça le jour des activités des enfants où ils peuvent apprendre de la musique ou apprendre d'autres choses traditionnelles. 对，当然我们也会支持这个村子里面开展各种各样的社区的活动。 Et bien sûr, nous donnons notre plein soutien pour toutes sortes d'activités qui pourraient être initiées au sein du village. 第3个方面的工作就是要帮助这个社区来发展他们的产业和利用他们传统的这样的文化的资产来帮助他们去发展。
Et notre troisième mission est bien sûr le service auprès de la communauté, c'est-à-dire que nous les aidons à développer leurs activités, à mettre en œuvre toutes les ressources traditionnelles possibles. 像这样的村子在贵州有几千上万个，几千上万个，有几千个，将近1万个，1万个什么？1万个这样子的村子。村子。En réalité, nous sommes entourés de à peu près 1000 villages. 所以我们在贵州的文化厅文物部门，他们就希望用这种生态博物馆的理念，去帮助这些村子来进行他们的文化保育和促进他们这个文化资产的利用和发展。Et donc le bureau de la culture de la province du Guizhou est très intéressé à ce concept d'écomusée qui permet finalement une formation, une éducation culturelle et des animations culturelles pour préserver notre patrimoine traditionnel. 现在中国已经开始注意到这样传统村落的保护。Et actuellement, on connaît en Chine un grand mouvement de protection de ces villages traditionnels. 过去的3年，中国公布了国家级的这个传统村落的保护名单。Il y a 3 ans, la Chine, au niveau des autorités chinoises, ont publié une liste de villages traditionnels à préserver. 在中国列入这个名单的村落有2555个。Et cette liste donc, des autorités chinoises comprend 2555 villages traditionnels qui sont conservés, protégés au niveau de l'État. 这其中有462个在贵州。462个。Et 426 de ces villages, des villages de cette liste, sont concentrés dans le Guizhou. 但是在我们这个地门的周围，大概都有200-300个。Et autour de Timen, il y en a à peu près 200 à 300 de ces villages. 它主要是侗族和苗族的这么一个村落的群。Et ce sont des villages qui sont composés de populations Dong et de Miao. 这些村子的共同特点都是保留了传统的农耕文化。Et la caractéristique commune de tous ces villages est d'avoir su conserver leurs traditions agricoles et culturelles. 他们的经济都还处于自给自足的这么一个状态。Et ils ont une économie qui est tout à fait en autosuffisance. 当然，他们现在的很多经济的收入来源是靠外出去打工。Mais bien sûr, actuellement, ces villages vivent essentiellement de revenus qui leur viennent du travail qu'ils effectuent en dehors des villages. 但是传统的农业依然保护得很好，而且在延续。Mais l'agriculture traditionnelle perdure et se continue. 所以贵州从这个文化部门和地方政府也在推动这个乡村的文化遗产的保护和利用的工作。Et c'est pour cela que le Bureau de la culture et les autorités locales font cette promotion donc, de préserver la culture traditionnelle de ces villages et leur réutilisation. 所以地门呢，我们这个博物馆的工作已经列为在国家的一个层面上的一个示范点。Et Timen est devenu finalement pour les autorités un village pilote dans les projets de conservation. 贵州的政府和那个和中国的文化部门文化部就希望把地门的这个实践的经验，作为一个案例来推广在传统村落的保护和利用方面。C'est-à-dire que pour le ministère de la Culture en Chine, Timen étant un projet pilote, devra pouvoir prouver de son expérience, et cette expérience sera son expérience dans la protection et dans la réutilisation des traditions, dans tous ces aspects traditionnels, pourront être réutilisés sur d'autres villages. 所以说，我们这个地门这个博物馆的实践的经验，其实跟法国有很多关联。Et en réalité, notre écomusée à Timen a déjà plusieurs expériences pratiques avec nos amis français. 第一个就是在这个区域里面，侗族大歌是最有名的音乐。La première chose étant que pour notre région, ce qui est le plus important, c'est notre musique traditionnelle. 其实它在国际上的最大的影响力是在1986年，在法国的一次演出，在巴黎的一次演出，让全世界知道了侗族有多声部的音乐。
Et la première fois que nous avons pu nous produire à l'étranger, c'était en France et c'était en 1986. C'était la première fois où à l'étranger pouvait se produire un orchestre et de la musique dong. 第二个就是我们现在实践的这个生态博物馆的理念，其实最早是起源于法国。Et je peux dire que le concept ou la pratique de cet écomusée a pris sa source en France. C'est le deuxième point. 它是一个对传统的这种村落的活态的保护和利用的这么一个工作方法。Parce que nous utilisons toutes les méthodes de réhabilitation et de conservation qui ont été initiées par la France. 生态博物馆的这个理念，等现在会在贵州全面的展开，会作为这个传统村落保护的重要的手段。Et l'écomusée est devenu actuellement l'outil essentiel de développement et de protection de ces villages traditionnels. 所以未来的3年，我们会利用生态博物馆的这个理念，来推动贵州的这个几百个村子的保护和利用的工作。Et donc, dans les 3 ans à venir, nous allons continuer à utiliser l'écomusée pour faire la promotion de la protection et de la réhabilitation de ces centaines de villages traditionnels autour de nous. 说未来的3年，在地门博物馆所在的这个区域，有一个叫贵州的黎平县。Et autour de notre écomusée, nous avons le district Liping, le Liping-Sienne. 我们会连片的保护，从地门到另外一个博物馆叫唐安博物馆，中间大概有100里，大概在70到80公里的这么一条线路上，大概有50到60个村落的一个整体的保护工作。Et notre écomusée donc va s'occuper de la protection de 50 à 60 villages qui sont situés sur un tracé de 70 à 80 km environ, qui va de Dimen à un autre village qui s'appelle Tang'an. 这些村落都列入了这个世界物质文化遗产的玉璧名录，这中国的玉璧名录。Et ce tracé a déjà été protégé puisqu'il est patrimoine national. 它同时也是侗族大歌的发源地。Et c'est une zone qui est une région extrêmement importante pour nous puisqu'elle est la source de la civilisation Dong. 也是中国侗戏的发源地，侗族戏剧的发源地。Et donc c'est la région qui est la source de la musique et du théâtre Dong. 它还是那个在这个稻田里面养鱼养鸭的这种复合的农业的形态的这么一个叫全球的农业文化遗产的保存地。Et c'est également une région de protection d'une technique agricole traditionnelle extrêmement précieuse et sans doute unique au monde, qui est la riziculture pisciculture. C'est-à-dire que dans la riziculture, il y a également un élevage de poissons et un élevage de canards. 所以这个区域还保存有非常完好的纺织和植物染色的这么一个手工技艺。Et donc, nous avons également dans cette région des techniques de textile, des techniques de teinture batik extrêmement précieuses. 所以未来的3年，我们会在地方政府的推动下，邀请各个方面的专家会参与这个区域的一个文化保护区的一个这样的一系列的项目。Et donc, sous l'égide de nos gouvernements locaux, nous allons continuer dans l'avenir à inviter des experts qui viendront participer à tous ces programmes que nous mettons en place pour la conservation et la bonne utilisation de nos traditions. 它包括要对这些村庄进行保护的和发展的规划。Évidemment, ces experts comprennent également des experts de l'aménagement futur de ces villages. 然后有这个历史的建筑和很多传统的艺术的这样子的物质和非物质文化的保存和这个传承的工作。D'autres experts viendront tant pour le patrimoine matériel tel que la protection de nos monuments historiques que pour des patrimoines plus immatériels ou pour des œuvres d'art traditionnelles.
中国的中央政府也会有很大的投入，帮助这些村子改善他们的基础设施。De la même façon, les autorités centrales vont investir massivement dans ces villages traditionnels pour leur permettre de construire les infrastructures. 同时也会去用各种方法去培育这个乡村的各种生态的产业，包括旅游、这个农产品，还包括传统的手工创意产业。Et par différentes méthodes, ces investissements permettront aux populations locales donc, de se développer, d'avoir des formations dans des productions diverses, qui peuvent être des productions agricoles aussi bien que une initiation au tourisme. 我们最近的几天也在法国的阿尔卑斯山地区，在里昂这一片看到很多法国的村子。Et récemment, nous sommes allés dans le sud de la France, nous sommes allés dans les Alpes où nous avons traversé de nombreux villages. 法国的乡村面对的很多挑战和要解决的问题，跟我们的问题其实有很多类似的地方。Et nous avons trouvé que finalement ces villages français avaient face à eux des défis, des problématiques qu'ils devaient résoudre, mais d'une façon relativement commune à ce que nous rencontrons chez nous. 但是我们也看到了法国方面在这个乡村的文化遗产的保护和他们的这个利用，以及他们未来面对挑战采取的各种手段，已经取得了很多好的一些经验。Mais nous avons aussi pu nous apercevoir que ces villages français avaient déjà une longue expérience de ces défis qu'ils rencontrent tant dans la protection de leur village que dans l'utilisation de leur village. 所以我们希望法国的这些经验能可以帮助到贵州的这些乡村来面对这样子的传统的村落的保护和利用的问题。Et donc nous aimerions beaucoup que ces villages puissent coopérer avec nous et nous aider à faire face à ces mêmes défis que nous avons, qui sont la protection et la bonne utilisation de ces villages. 所以我们希望就是之前的这些合作可以延续，也可以在贵州在黎平能够推动这些工作继续往前面走。Et donc nous avons vraiment besoin de ces coopérations avec vous pour pouvoir mettre en œuvre tous ces programmes de protection de nos villages traditionnels. 谢谢大家。Merci infiniment à tous. Après quelques images très positives sur les paysages du Guizhou, nous voyons quelques images plutôt négatives, les dernières, qui montrent ce que le tourisme peut aussi apporter comme destruction et comme dommage. Isabelle Maréchal, voilà, Monsieur Gênes a dit tout l'intérêt qu'il a pour notre coopération. Isabelle, tu as conclu le premier colloque sur le sujet en apportant des idées, et ces idées ont été reprises. Je pense que c'est important que tu puisses développer peut-être cette position du ministère de la Culture et de la DGP en la matière. Merci. Oui, effectivement, on avait en 2008, enfin moi c'était mon premier voyage en Chine, il avait un double, il s'inscrivait dans le cadre d'une coopération déjà bien assise entre l'université Tongji et l'Observatoire de la Chine, de la CAPA et le ministère de la Culture, mais qui était basée sur une approche qui était très logiquement, compte tenu de nos spécialités respectives, fondée sur la préservation du patrimoine architectural, avec une approche très, très monumentale, très bâtiment en fait des choses, avec une dimension urbaine également, mais qui était plutôt centrée vraiment sur le patrimoine bâti. Et l'objet du colloque de Guiyang était d'élargir un petit peu cette approche et de montrer que la conservation du patrimoine, l'approche patrimoniale pouvait être un point d'entrée, enfin moi c'est la conclusion en fait que j'en avais tirée, pouvait être un point d'entrée pour une approche plus large qui permettait, à travers notamment la problématique de la mise en valeur du patrimoine dans un but touristique, qui était la demande des autorités du Guizhou qui avaient invité un certain nombre d'intervenants étrangers pour parler de leur expérience dans ce domaine, qu'à travers donc l'approche de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine, finalement on débouchait de façon quasi
inéluctable et naturelle vers une approche beaucoup plus pluridisciplinaire, où on s'apercevait qu'à travers le patrimoine, on devait mettre en valeur non seulement le bâtiment, mais également, et dans le Gujo c'était particulièrement nécessaire parce que ce sont des dimensions très spectaculaires, des savoir-faire locaux, des costumes, des danses, des chants, toute une expression artistique, toute une vie qui mêlait ces expressions artistiques à la vie quotidienne et au rythme normal des saisons et de l'activité agricole qui dominait au Gujo. Et on se rendait compte très vite que la dérive touristique qui pouvait passer par une réhabilitation bonne ou mauvaise ou une mise en valeur plus ou moins respectueuse du patrimoine d'origine, mais qu'elle avait aussi pour corollaire de développer une forme de caricature de ces expressions locales, artistiques, et qui devenait très préjudiciable pour les habitants eux-mêmes, qui du coup se trouvaient niés dans leur originalité, à force de caricature, et qui risquaient une sorte de burn-out de développement touristique et un rejet global du développement économique, parce qu'il devenait intentatoire et quelque part un peu injurieux vis-à-vis de leur propre culture. Donc la conclusion qu'on en avait tirée était qu'on ne pouvait pas mener une démarche de développement touristique fondée sur du patrimoine en ignorant cette dimension-là et sans prendre en compte la nécessité d'associer les habitants, d'intégrer une démarche respectueuse qui permette en quelque sorte d'oser le développement touristique, de ne pas faire reposer toute l'économie locale uniquement sur le tourisme et surtout de préserver le sens. Et là, on atteint la valeur immatérielle, le sens profond de ces expressions artistiques, de ces traditions culturelles qui ne devaient pas être galvaudées et caricaturées pour les besoins du développement touristique. Voilà, donc on en était à peu près resté là, à la fin de ce colloque de Guiyang. Et puis, 2 ans après, une délégation du Gujo est venue en France avec des questions, moi qui m'avais étonnée par leur précision et leur pragmatisme, et puis leur maturité, en fait, sur la façon dont on pouvait organiser une gouvernance, gérer un développement, etc. Et c'était là qu'avait commencé cette coopération un peu régionale, disons, entre Rhône-Alpes et la délégation du Gujo. On est retourné, notamment à Dimène, enfin moi, en 2013. Je sais bien qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'échanges auxquels je ne participais pas, pour un 2e séminaire qui était beaucoup plus largement consacré à la pluridisciplinarité et également aux problématiques de gouvernance et d'association des habitants au développement touristique. Voilà, donc c'est un petit peu les suites de cette coopération qui s'assoit sur des bases, me semble-t-il, très, très réfléchies, et que cette 2e visite de la délégation du Gujo a développé. Alors, il est certain que le fait, pour moi, c'était vraiment une découverte, parce que mon expérience au ministère de la Culture est uniquement patrimoniale, en fait. Je ne suis pas du tout experte dans les problématiques liées au spectacle vivant et aux expressions artistiques en général. Mais j'avais trouvé que le point d'entrée musique et le dialogue qui s'installait spontanément entre les musiciens français et les musiciens locaux était extrêmement, extrêmement intéressant, et que par ce biais-là, on arrivait effectivement à faire passer beaucoup de messages et beaucoup de compréhension mutuelle, en fait, à travers ces échanges artistiques et le fait que la France comme la Chine ont des traditions musicales qui sont portées maintenant par le patrimoine immatériel à l'UNESCO. C'est quelque chose c'est une chose commune que nous avons en plus, et qui est effectivement une bonne base de développement de cette coopération. Donc voilà, j'attends les étapes suivantes. Il y a certainement des tas d'autres sujets. On veut constater la richesse des savoir-faire en matière de broderie et de textile, qui était quelque chose qui avait beaucoup intéressé la représentante du musée Gadan, qui était là également avec la délégation, dont je retrouve avec plaisir les membres les plus éminents d'ailleurs autour de la table. Donc c'était voilà.
Donc on a une forme de démarche qui, à partir du patrimoine, s'est beaucoup élargie et qui me paraît intéressante. D'ailleurs, on constate que les services de l'inventaire en France qui ont été transférés aux régions et dont on fêtait le cinquantenaire de l'inventaire national ont connu exactement cette même évolution parce qu'ils sont partis d'une approche purement bâtiment, purement scientifique d'inventaire d'un patrimoine. Et petit à petit, le champ de leur sollicitation et le champ de leur réflexion s'élargit énormément à des conceptions beaucoup plus larges du paysage, du rôle de l'homme dans le paysage et une dimension immatérielle aussi du sens de ce qu'ils inventorient, de l'aspect mémoriel de leurs travaux d'inventaire qui débordent depuis bien longtemps le champ des simples richesses artistiques ou architecturalement intéressantes. Voilà. Merci. Et bravo. Ce décloisonnement des champs patrimoniaux pour un développement durable nous amène à Régis Ambroise. Des écomusées pour un écosystème, hein, non plus des paysages à protéger pour leur beauté, mais parce qu'ils représentent une cohérence remarquable. Je pense que sur ce sujet-là, je te passe la parole. Merci. Alors on va essayer avec les diapositives. Alors donc voilà, hein, on est passé de la culture à l'agriculture. Et en fait, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller dans le même secteur, mais par des voies différentes, en 2010. C'était à l'occasion d'un... Il y avait eu un... Comment on appelait ça un rassemblement un forum, voilà, ça s'appelait le Forum Europe-Chine, qui est un forum qui avait été organisé par une fondation, la Fondation pour le Progrès de l'Homme, et qui avait envoyé 60 groupes, de chaque fois 5 Européens, dans différentes régions de Chine, sur des thèmes très différents. Et un des groupes était dans le Guizhou, sur le thème paysage, agriculture, terrasse. Bon, il se trouve que j'avais travaillé sur les terrasses et de l'agriculture et les paysages également. Voilà, et donc j'ai fait partie de ce groupe de 5 Européens avec Jean Bourliot, qui était le responsable de l'association des populations des montagnes du monde, qui avait été chargé d'organiser ce voyage. Et donc, eh bien, alors j'avance, il faut que je mette... voilà, donc vous avez vu où était le Guizhou, un petit peu au-dessus du Vietnam, il y a une province, donc il fait chaud en été, humide. Et c'est donc vraiment... Alors attendez, j'essaye de montrer. Voilà, est-ce que ça passe là-haut? Non, c'est là, comme ça. Voilà, donc le Guizhou, Guiyang, c'est par là. Hein. Donc vous voyez, on est quand même déjà bien au sud. Hong Kong, Shanghai et Pékin, voilà, c'est ce que l'on connaît d'habitude. Alors, nous, on a été là-bas pour essayer d'étudier un peu les systèmes agraires que l'on découvrait. Et alors vraiment, c'était un voyage exceptionnel. On a été émerveillés par la qualité, l'inventivité, la compétence des agriculteurs de ces régions. Et le système agraire que l'on va essayer de vous décrire rapidement, eh bien, vous voyez, donc c'est essentiellement des rizières irriguées, avec tout ce qu'il y a autour. Hein. Les productions, vous avez du riz, mais tout ce qu'il va y avoir autour. Alors, j'avance. Alors, d'abord, tout ce système est fondé sur une maîtrise exceptionnelle de toute l'hydraulique. Il y a des systèmes de captage, de redistribution. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un pont-canal. Hein, vous avez une rigole qui passe au-dessus d'une rivière pour amener l'eau dans des rizières qui sont plus bas. Au cœur même du village, vous avez des rizières. Vous avez toute l'eau est récupérée et redistribuée dans les rizières et en même temps pour l'alimentation humaine, évidemment. Hein. Donc c'est un système, quand on commence à rentrer dedans, qui est absolument exceptionnel d'inventivité. Hein. En même temps, on dit qu'il est exceptionnel, mais pour ceux qui connaissent un peu l'Ardèche ou des coins comme ça, c'était des systèmes que nous avions dans toutes les montagnes du sud de la France. Alors, ce n'était pas des rizières, mais c'était des systèmes de terrasses irriguées ou non, hein, qui étaient également avec des systèmes très, très complexes pour récupérer finalement toute la richesse des ressources locales, parce qu'on n'avait que ça, qui était sur place. Hein. Donc voilà. Alors, je poursuis.
comment ça marche? Voilà. Avec cette maîtrise de l'hydraulique, ils arrivent finalement à produire sur tout le territoire et sur tous les espaces. C'est-à-dire qu'il y a les espaces cultivés lourds, comme là où il y a les terrasses irriguées avec le riz. Les talus, c'est là où vous avez des légumes. Vous avez du thé un petit peu plus haut, vous avez du soja, enfin, tout le territoire est utilisé. Et s'il n'est pas directement maîtrisé, en tout cas, on va y chercher des plantes sauvages pour les manger ou des ressources qui vont être utiles à la population. Alors, je poursuis. Tout ça, ça marche depuis déjà quand même plusieurs centaines d'années. Et pour que la terre ne soit pas épuisée, il a fallu trouver un système qui permette d'enrichir la terre une fois qu'on l'a utilisée. Et pour ça, évidemment, le cochon, c'est le cœur du système, hein, un des cœurs du système en tout cas. Toutes les familles ont un cochon ou deux, selon si on fait une fête, et à ce moment-là, on en tue un, etc. Mais le cochon, évidemment, restitue tout tous les déchets qu'on lui a donné à manger, donc on va le remettre dans les terrasses. Mais également, le système est très complexe. Comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est pas seulement la rizière. Dans la rizière, comme elle est irriguée, il y a des poissons, hein, et les poissons sont une partie de l'alimentation humaine. Alors, c'est intéressant parce qu'il nous avait expliqué un jour que dans la région où on était, où il y avait des besoins d'augmenter la production, et il y avait des ingénieurs qui étaient arrivés, qui leur avaient dit, écoutez, on peut passer maintenant, on a du riz hybride, et si vous mettez du riz hybride, vous allez voir, c'est vachement bien parce que vous allez gagner beaucoup plus d'argent et vous allez avoir beaucoup plus de riz. Alors ils ont essayé, et puis l'année d'après, ils ont refusé. Alors les ingénieurs sont venus et ils leur ont demandé, mais pourquoi alors que vous avez produit plus de riz. Ils ont dit, oui, on a produit plus de riz, mais le riz hybride, il pousse en 4 mois, alors que le riz normal pousse en 6 mois. En 6 mois, le poisson a le temps de grossir et on peut le manger. En 4 mois, ça ne marche pas. Donc, on a peut-être gagné du riz, mais on a perdu du poisson. Donc, ça ne marchait pas. Ah, alors, bon, mais il y avait un paysan du secteur qui avait un peu voyagé, qui leur a dit, mais moi, j'ai vu ailleurs, ils sont plus malins que nous, et au lieu de simplifier, ils ont complexifié le système. Ils ont ajouté des canards. Alors, le canard, il a bonne idée. Donc, ils ont gardé le riz traditionnel, ils ont mis du poisson, et ils ont rajouté des canards. Et le canard rentre dans le cycle parce que d'une part, il enrichit le sol et en même temps, il mange des mauvaises herbes et il ne tue pas les poissons. Donc on a globalement amélioré la productivité, non pas en simplifiant comme nous on l'a peut-être un peu trop fait en France. On a maintenant des systèmes, on n'a que des céréales ou que de l'élevage. Ben là, non, ils sont rentrés encore plus loin dans la complexité du système. Bon, alors il y a le cochon, il y a les poissons, mais il y a les canards, vous voyez les poules, etc. Et puis, comme animaux, il y a le buffle également qui permet la traction pour faire les travaux. Alors avec tout ça, finalement, c'est quand même pas mal parce qu'on a dans ces villages, finalement, des produits toujours très frais et finalement assez variés d'une saison à l'autre. Bon, là, on est arrivé dans la grande photo que vous voyez, celle-là. On est arrivé dans un village avec celle qui nous avait accueillis, qui était une professeure de Guyane qui avait fait une thèse en France, donc c'était parfait, elle nous traduisait tout, et elle nous invitait dans ce village où elle envoyait ses étudiants faire des enquêtes. On est arrivé en début d'après-midi. Le soir, on avait un vrai festin. Uniquement, il n'y avait pas d'épicerie, donc ils ont été chercher dehors tout ce qu'il fallait, et c'était vraiment excellent. Alors tout ça pour vous dire que ce n'était pas seulement à cette occasion, c'était un peu partout où vous alliez dans cette région, on mange vraiment de façon extrêmement diversifiée, et encore de façon avec des produits très frais. Bon, je généralise, mais on est obligé d'aller un peu vite. Donc voilà. Alors on était au paradis, quoi. Et alors on voyait également des belles photos avec des gens, des vieilles dames un peu courbées, mais vous voyez, c'est assez élégant, ces palans sur lesquels qui permettent de porter tout sur le dos. Et puis un jour, c'était à la fin de notre voyage, on allait prendre l'avion et donc on avait été dans une gargote déjeuner avant de partir, et on voit dehors cette dame que vous voyez là, qui avait deux sacs avec des tomates et avec son palan à côté. Et donc on s'est dit, avant de partir, il faut quand même, on les voit tous les jours, qu'on essaye de porter ce truc-là, comment on fait l'équilibre et tout. Donc j'ai commencé,
j'ai pas réussi à la porter. Hein, ça a été trop lourd. Alors mon ami Jean Bourliot, qui est lui président de l'Association des populations des montagnes du monde, un costaud, il y est arrivé, mais vous voyez l'effort, il a reposé tout de suite. Et juste après, on a vu la petite dame qui rigolait comme... enfin voilà, vous la regardez à côté, qui prend le palan et en trottinant, poc, 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 elle s'en va. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce système est fondé sur l'énergie, le travail manuel. Hein, travail manuel que nous n'avons plus en France. Hein, le progrès nous a permis d'éviter le travail manuel. Mais tout ce système fonctionne grâce au travail manuel, hein, qui a ses avantages et ses inconvénients. Hein, bon, voilà. Alors, ce système, en termes de village, mais vous allez en parler peut-être avec les architectes après, il est centré autour du village, hein, tout le système de ces rizières irriguées, qui constitue le cœur, donc c'est de l'habitat groupé, avec des maisons séparées, et qui ont une qualité architecturale extraordinaire. À l'intérieur, donc on est rentré, on avait été invité. Vous voyez que, en fait, le cœur de la maison, c'est évidemment la cuisine. La cuisine qui pose un problème. C'est-à-dire que vous avez vu que tout est en bois. Et à partir du moment où on a du bois et une cuisine, le risque principal, c'est les incendies. Et on a été dans tous les villages où on a été, on nous a dit qu'il y avait eu des incendies, que c'est vraiment leur problème numéro un. Donc vous voyez ici, ils avaient mis quand même du béton par derrière, mais en fait, voilà, il y avait une petite terrasse. Là, on a beaucoup discuté avec ce monsieur qui était, alors je vous en parle un peu parce que il est jeune, vous le voyez, et il venait de revenir au village. Il avait été travailler à Shanghai, il avait été dans plusieurs villages grandes villes de Chine, et finalement, il était revenu en disant moi, j'en ai assez de travailler en ville. Tant pis si je gagne moins d'argent, je reviens au pays. Au moins ici, l'air est pur, on a des bons produits, et donc je choisis de venir là. Et puis on lui demande, mais quelles sont les valeurs que vous trouvez différentes dans votre village par rapport à la ville? Et tout de suite, il nous a dit la solidarité. Ici, c'est la solidarité. Voilà, on s'entend et on travaille ensemble. Donc il était revenu, vous allez le revoir à 2-3 fois dans ce que je vais vous dire. Vous voyez ici une chambre qui était pour nous, et puis là, c'est quoi? C'est les produits. Vous voyez également ici, finalement, il stocke du bois en se disant, quand on a un fils qui va s'installer, on rallonge notre maison, et voilà. Donc le bois, il se sert, là encore, des ressources locales, naturelles. Ça n'a rien n'est importé, hein, et donc ils produisent à la fois leur alimentation, leurs vêtements, leur habitat, et ils se soignent avec les végétaux qu'ils trouvent. Alors cette culture Miao, là c'est un village Miao, c'est pas un village Dong comme on l'a vu tout à l'heure. On a été se balader dans le village et on nous a montré ce mur qui est là-haut, qui est le sorte de c'est là où on a toutes les familles qui sont représentées, hein, le nom de toutes les familles, avec, comme ça, on sait d'où on vient sur plusieurs générations. Hein, c'est son arbre généalogique, mais à l'échelle du village. Hein. Voilà. Alors, cette culture, le problème qu'il y a aujourd'hui, d'abord, peut-être vous dire, elle est fondée sur des animaux, hein, les dragons, les oiseaux, etc. Enfin, il y a toute une mythologie, hein, qui est autour de c'est pas une religion, mais enfin une sorte de religion. Et tout passe par la transmission. Aujourd'hui, elle passe par les grands-parents, les grands-mères, avec les petits-enfants. Les hommes sont partis, hein, et les femmes partent également de plus en plus. Donc, ce système que vous voyez, en fait, il est extrêmement fragile, c'est-à-dire que les forces vives sont en train de partir, sauf comme celui qu'on a vu qui revenait, mais qui était encore un cas exceptionnel. Et donc tout ça s'en va, et la transmission des valeurs s'en va également. Donc on est vraiment à une période charnière, telle qu'on a pu le connaître, nous, dans les montagnes ardéchoises ou dans les Vosges, dans les années, il y a 100 ans, quoi, il y a exactement 100 ans. Alors la culture, elle s'exprime encore, vous l'avez partout, hein, des éléments à la fois dans les vêtements, dans les bijoux, dans les chants, les fêtes, voilà, on a eu un coup de peau, on est tombé à un moment donné sur cette fête, il y avait le long d'une rivière, c'est la fête du dragon, et donc tous les villages arrivent avec leur bateau pour faire des courses,
hein, et ils sont tous décorés comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui sont encore extrêmement vivantes, et quand il y a une fête au village, les gens reviennent pour cette fête. Alors, on s'est baladé après dans les villes. Il y a une ville qui est en bas de cette zone où il y a beaucoup de miao, c'est la ville de Kiali. Hein. Voilà, c'est donc pas c'est pas la capitale de la province, c'est pas en dessous. Mais enfin, c'est une ville qui devait faire 50 000 habitants il n'y a pas si longtemps et qui doit en faire quand même au moins 2 millions aujourd'hui, 10 ans après, quoi. Hein. Ça va à cette vitesse-là. Et donc, vous voyez que des très beaux dessins qu'on a retrouvés sur les murs de cette ville. Et derrière les murs sont des murs qui sont là, qui sont en train de... derrière, il y a les chantiers où on est en train de faire des tours qui poussent de tous les côtés. Hein. Donc voilà, la culture miao n'est absolument pas rejetée ou méprisée, au contraire, elle est mise en valeur. Mais par contre, ce qu'il se passe en même temps, c'est une transformation extrêmement rapide de tout le contexte local, hein, que ce soit dans les villes et dans la campagne. Et donc dans ces villes, vous voyez la construction de toutes ces tours qui arrivent, alors que ça, par exemple, c'est le grand stade qui a été fait de la ville de Kiali, et autour du stade, vous avez les emblèmes culturels, donc ces animaux, et puis le tambour, les gens, enfin les hommes et la femme, qui sont représentés dans leur costume miao. Alors, juste en face de du stade que je vous ai montré, donc il y avait ces beaux dessins, ces belles choses, et on a vu des panneaux publicitaires énormes, hein, qui étaient, voilà, vous avez ça, vous avez d'autres panneaux juste en dessous. Ces panneaux représentaient un spectacle ou des paysages complètement différents, évidemment, de tout ce qu'on avait vu. C'était des paysages urbanisés, donc j'imagine que c'était des promoteurs qui faisaient leur publicité, mais c'était énorme. Et en fait, alors vous en voyez d'autres. Ici, c'est plus la maison, c'est carrément des centres commerciaux. C'est un panneau d'affichage, hein, tout ça. Un panneau d'affichage avec le centre commercial que l'on veut préconiser. Et vous voyez ici, bon, les tomates qui viennent d'on ne sait pas où, qui sont présentées. Je vous parle des tomates, on les reverra peut-être plus tard. Et puis, par rapport à notre imaginaire en France, les pauvres Chinois, etc. Enfin, maintenant, les enfants chinois, on commence à en voir qu'ils sont obèses. C'est-à-dire que le système d'alimentation qui est en train d'évoluer génère par lui-même des transformations physiques, hein, tout bêtement. Et parce que actuellement, tous ces modèles que je vous présentais sur ces grands panneaux, le modèle qui est préconisé majoritaire pour la Chine et pour les Chinois, c'est la ville, la grande ville. Et donc, il se trouve que tous nos ateliers, nos 60 ateliers qui étaient dispersés dans la Chine, il fallait terminer par un événement commun, et donc ils se retrouvaient à Hong Kong. Et donc, du jour au lendemain, vous arriviez des montagnes Miao à Hong Kong, le règne des tours que vous voyez ici. Hein. Donc, voilà le problème. Vous avez des paysages, des gens, une civilisation du 19e, on pourrait dire en France, et le paysage du 21e qui est en train de se fabriquer, sachant que toute la communication passe vers la ville. Alors, un autre élément pour vous le montrer. Voilà, bon, ça c'est à Hong Kong. Différentes images, hein, donc une ville riche, bien traitée, hein, c'est vraiment, c'est bien. En termes d'alimentation, alors on était à Hong Kong, du coup on était reçus à l'école polytechnique où il y avait une cantine ou un restaurant, on pourrait dire, d'entreprise. Bon, ben voilà notre repas. Et notre collègue, qui est notre professeur, là, vous voyez la tête qu'elle fait, elle aimait bien sa cuisine de Guiyang. Et ben voilà ce qu'on avait dans la cantine, c'est-à-dire un bol de riz sous plastique et du Coca-Cola juste à côté. Bon, voilà, donc ça va être l'avenir, ça aussi. Hein, c'est l'avenir qui peut être donné. Et l'expo de Shanghai qui était en 2010, eh bien, quel était le slogan que vous voyez écrit ici? Better City, Better Life. Hein, voilà. Donc, comment alors nous, dans notre atelier, qu'est-ce qu'on a ressorti un peu de tout ça? Une Chine sans paysans, est-ce possible, hein, puisqu'on pousse les gens à aller travailler dans les villes, les paysans dans leurs montagnes ont du mal à rester. Bon, quelle place pour les miao ou pour les dong, et les paysages de terrasse qui nous avaient intéressés, complètement séduits, que vont-ils devenir s'il n'y a plus personne pour les travailler? Alors, soit les miao
en effet, continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont travailler pour construire les villes. Ils n'ont pas de statut, hein, c'est un peu comme les Kabyles qui venaient en France dans les années 60 chez nous. Bon, voilà. Pas de droit, etc. Mais progressivement, ça s'améliore. Donc, ils s'installeront en ville, mais ils quitteront leur montagne. Ou alors, on essaye de trouver des systèmes où l'agriculture arrive à se maintenir. Donc, comment? Soit en produisant plus. Donc, c'est l'histoire de mes canards. Là, vous voyez l'expérience qui était faite ici. Bon, ils nous avaient montré tout ça. Ou bien alors, en essayant de développer des systèmes qui allaient permettre de valoriser mieux les produits de qualité, hein, ou de valoriser toutes les ressources locales qu'ils ont encore ici et qu'on n'a plus en ville, et donc qui prennent de la valeur du fait de leur rareté. Hein. Autre élément, valoriser la culture. Bon, alors du coup, on s'est un peu rejoint plus tard, enfin je vous montrerai, mais à l'époque, on ne connaissait pas encore Françoise, hein, et donc évidemment on arrive nous aussi à tomber sur des choses qui étaient évidentes, comment valoriser cette culture sans la dénaturer, sans faire en sorte que finalement elle se fasse manger, comme tu disais, voilà, donc des pistes hein, de travail, ou alors trouver des métiers du travail pour mettre en valeur ces montagnes ou ces villages. Alors on avait vu des trucs très en avance. Le système que vous voyez ici, c'est un système de lagunage dans un village qu'ils se mettaient à essayer de développer un peu le tourisme. Donc vous avez des systèmes extrêmement sophistiqués et de très bonne tenue paysagère, on pourrait dire. Hein. Voilà. Bon, en même temps, on voit des travaux qui sont faits sur l'hydraulique, des travaux d'embellissement, une porte là qui mène à un village, et puis tout ça dominé par les grands travaux hein, qui permettent de relier la province de Guiyang au reste de la Chine. Voilà, développer le tourisme, évidemment, on y arrivait aussi, hein, mais ce n'était pas l'entrée sur laquelle on était parti au début, mais on y arrive. Et dans ce village, on avait été accueillis avec ce fameux monsieur et sa femme, parce qu'il était revenu dans son village avec une femme, Han, qui l'avait convaincu de venir. Et bon, voilà, il nous avait accueillis chez lui et on était très bien et tout allait bien. Vous voyez d'autres villages hein, qui sont développés sur le tourisme, alors de qualité. Et puis, dans ce même village, par exemple, qui est ici, il y a un centre touristique complètement nouveau qui a été fait, très moderne, pour très cher, hein, donc on ne peut pas y rentrer comme ça, des piscines dehors, etc. Donc, vous voyez une sorte de contraste entre le village traditionnel et un village touristique de haut de gamme qui est juste à côté. Voilà. Il faut que j'accélère. D'accord. Bon, alors je vais accélérer. Donc, de tout ça, on était arrivé. Comment penser le développement durable dans le Guizhou? Bon, on avait, voilà. Et deux mots d'ordre qu'on essayait de faire passer. Pas de paysage sans paysans. Donc, si on veut maintenir la culture locale, il faut que les paysans puissent rester en tant que paysans et pas seulement en tant que faire du tourisme. S'il n'y a plus de paysans, il n'y aura plus les terrasses. S'il n'y a plus de terrasses, il n'y a plus les paysages qui encadrent le patrimoine architectural qui n'est qu'une composante de l'ensemble de l'attirance touristique du secteur. Bon, et des montagnes vivantes, donc comment maintenir de la population dans ce secteur. Crac, donc, et après, on s'est retrouvé, par hasard, je passe sur les détails, à se rendre compte qu'on était dans les mêmes secteurs, et donc on est retourné en 2013 avec vous, hein, et on est retombé, alors juste avant on avait pu aller de nouveau voir notre premier village où il y avait ce monsieur, mais bon, sa femme était partie, il en avait une nouvelle, mais c'était quand même très intéressant. Et alors, bon, il faut que attendez, j'essaie de voir comment aller vite et dire ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, dans ce village, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu vous voyez, en termes d'architecture, cette maison est une nouvelle maison. Elle a été faite pour le frère du gars que je vous ai montré. Ils ont cherché dans toute la région pour essayer de trouver quelle forme ils allaient lui donner, quels matériaux, etc. Parce qu'il y avait des choses modernes qui se faisaient. Finalement, ils sont revenus à la forme traditionnelle. Ils se sont rendus compte que c'était celle qui était la plus intéressante pour eux. Sauf que je crois que ce qu'ils ont fait, ils ont mis la cuisine, excusez-moi, ils ont mis la cuisine à l'extérieur, ici. Hein, voilà. Alors, je poursuis, ça c'était intéressant. Et donc on a eu un banquet, etc. Et, parce qu'il y avait une fête.
Et la fête était juste après le banquet. Et cette fête avait été organisée par ce monsieur, c'était la 2e année, où pour essayer de retrouver, de redonner envie à tous les gens de s'appuyer sur eux-mêmes, de retrouver leur force, leur culture, il était parti de cette idée de culture pour arriver à faire une fête qui est là. Et cette fête drainait les 5 villages, c'était sur un col, et il drainait les 5 villages. Combien de rangs tu me donnes? C'est fini. C'est fini. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Je suis désolé vraiment. Mais on continuera la prochaine fois. Bon. Peut-être juste quand même une minute sans photo. Hein. Ce qui nous semble dans ce 2e voyage, c'est que entre le premier où on était assez clair, on se disait ils partent tous, comment on va faire. Simplement 3 ans après, les systèmes étaient beaucoup plus complexes. On voyait des gens qui partaient à moitié, des gens qui étaient partis qui revenaient à moitié, des gens qui hésitaient. On voyait les bijoux, des gens qui étaient en ville, qui revenaient donner des cours aux gens à l'intérieur. Bref, ce qu'on a connu de la Chine, on leur avait dit faites attention à ce que nous on a vécu en France dans les années 1900. Et ça ne se passera sans doute pas du tout d'une manière aussi mécaniste. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus vite que nous, et il y a des choses qu'on penserait trop énormes à faire, et qu'ils vont peut-être réussir à faire, mais en même temps, c'est très très compliqué. Oui, et bravo. Oui. Et il n'y a pas que dans le Guizhou, c'est compliqué dans le monde entier, et on revient du Forum urbain mondial à Medellín, où dans les paysages du café, on se pose exactement les mêmes problèmes. Je ne vous en parlerai pas plus. Véronique Ana da Silva, Thomas Buzy, vous êtes étudiant de l'école de Chaillot. Vous faites les ateliers de l'école de Chaillot dans le Guizhou cette année. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Je précise, vos réactions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école de Chaillot, que c'est une école professionnelle pour des architectes déjà diplômés et qui se spécialise sur le patrimoine. Donc en fait, le travail qu'on vous présente ce soir porte sur l'étude d'un village de minorité ethnique Dong, dans le cadre d'un atelier croisé entre étudiants français de l'école de Chaillot que nous représentons ce soir et de l'école de Tongti, donc étudiants chinois de Shanghai. En fait, ça va peut-être vous paraître un peu répétitif parce que notre étude, pour comprendre la structure d'un village comme celui de Zhangchong, on a dû s'intéresser à plusieurs échelles, et tout d'abord à l'échelle du paysage, de son environnement. Ensuite, on est parti étudier la structure du village pour enfin terminer sur les édifices. Donc, on balaye un petit peu tout l'ensemble déjà de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, en fait, le village en question de Zhangchong est situé dans la région, dans la province de Guizhou, au sud de la Chine. Son relief est marqué par des montagnes culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui a rendu la province difficile d'accès jusqu'à aujourd'hui et isolée des autres territoires jusqu'au début du XXIe siècle, en fait, de notre siècle. Le paysage se caractérise par une alternance donc, de montagnes à la végétation forestière ou alors des terrasses aménagées pour les cultures agricoles. Zhangchong, donc là, la petite perspective représentée est une coupe sur le village, qui est un village très enclavé dans ses montagnes, encerclé par sa rivière, au creux de la vallée et protégé du vent, ce qui est très important pour comprendre ensuite le type d'architecture qui est faite dans ce genre de village. De 2000 à 2014 à peu près, à l'échelle de la Chine, on a un réseau routier et autoroutier qui se développe de manière fulgurante. Il faut savoir, pour donner quelques chiffres, donc en fait ces réseaux ont pour objectif de connecter toutes les capitales des différentes provinces de la Chine. Pour vous donner quelques chiffres représentatifs, on est en 90 avec à peu près 1000 km d'autoroute. Et on passe en 2007 à environ 60 000 km d'autoroute. 60 000, ça représente le réseau autoroutier de l'Europe. Et l'objectif pour 2015 est de passer à presque 90 000 km d'autoroute. Si on prend ce réseau autoroutier à l'échelle du Guizhou, on a donc ce même développement rapide
et donc qui rend accessibles les villages de minorités ethniques, dont le nôtre, Zhangchong, qui est situé au sud-est du Guizhou. On voit d'ailleurs une autoroute en cours de construction qui relie une nouvelle route jusqu'au village de Zhangchong. Pardon. Donc en fait, Zhangchong, la nouvelle route, l'autoroute en cours de construction. Merci. Et donc, ce qui va amener à des transformations peut-être avantageuses, mais aussi problématiques dans le futur. Donc voilà, ici, 2 photos. On a donc en 2005, on voit bien les abords du village avec toutes les cultures, les rizières, cultures agricoles. Et en 2014, on voit ici la nouvelle route qui occupe donc les places, l'espace des anciennes récoltes, des anciennes rizières. On a également des ponts en plus qui se construisent. On a le développement du bâti à l'extérieur du méandre, donc un développement très rapide. Ici, ces petits schémas représentent l'évolution et le développement du village depuis sa création en 1672 jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a sur le premier croquis donc, les 3 villages historiques qui sont ensuite descendus dans la vallée. Et on s'aperçoit quand même que pendant 3 siècles et demi, le village s'est cantonné à l'intérieur du méandre de la rivière. Et depuis la route, qui est représentée ici en jaune, on a une extension très rapide du village. Donc en fait, rapidement, pour parler de points positifs et de points négatifs par rapport à ce réseau et ce développement, on peut voir comme point positif toute l'ouverture que peut engendrer l'accessibilité du village aux autres territoires, aux autres villes et villages. Mais le problème et le risque de changements trop brutaux pour une structure comme Zhangchong, qui n'est pas prêt à recevoir un probable tourisme de masse. Et un élément qui nous semble aussi important, c'est le fait que les enfants ne sont plus scolarisés dans le village et vont dans les villes les plus proches pour suivre un enseignement, ce qui peut engendrer un abandon de la transmission de la culture Dong, et donc une perte d'identité. Pour poursuivre avec les activités à l'intérieur du village, finalement, on va être vraiment dans la continuité des présentations précédentes, puisqu'on va vous présenter finalement les qualités du village, les patrimoines à l'intérieur de Zhangchong, bien qu'en tant qu'architecte, on s'est intéressé évidemment au bâti, à la structure du village, mais on n'a pas pu faire ça sans la compréhension des habitants, de leur mode de vie, de leur appropriation aussi de l'espace, l'espace notamment, les espaces extérieurs, l'espace qu'on appelle le public par ici en France, et qui sont là-bas en fait partagés. On va essayer de vous expliquer tout ça. Une chose qui est majeure et qui nous a vraiment surpris et intéressé en arrivant dans le village, et c'est tout à fait en continuité avec la présentation précédente, c'est le système hydraulique. Donc vous voyez un plan ici. Donc on a une captation en amont du village de l'eau qui va être ensuite dérivée dans un canal principal. Donc c'est une chose qui arrive au niveau des rizières et que ça nous a été présenté précédemment à l'échelle de tout le territoire Dong. Et ici, à l'intérieur du village, on a une reprise de système avec donc le captage, un canal principal qui va desservir des canaux à l'intérieur du village et des bassins pour permettre finalement je vais vous montrer ça tout de suite à travers les différentes fonctions qu'ont les bassins et les canaux à l'intérieur du village. Donc le canal principal que vous voyez ici, qui vient chercher l'eau de la rivière Zhangchong, et par les canaux qui suivent les rues, on va desservir différents bassins avec des fonctions donc, qui sont notamment la pisciculture, donc, qui va permettre ensuite à la fois de manger
et d'ensuite déplacer les poissons dans les rizières pour aller les assainir. Ça va permettre de protéger les récoltes à travers ces petits bâtiments ici, les protéger du feu pour éviter la propagation et les protéger des rongeurs et insectes. On a aussi des bassins qui servent donc, à l'incendie, donc pour simplement donc, constituer des réserves d'eau pour les incendies et également donc, pour nettoyer les rues et tout le côté sanitaire. Donc c'est des exemples de photos de ces bassins donc, qui ont différents usages et on voit déjà que les activités des villageois ont lieu dans ces bassins, donc ils se les approprient complètement et ça ne sert pas qu'à approvisionner les bassins mais également donc, à toutes les activités ménagères. Par rapport à l'architecture et le premier impact qu'on va voir donc, entre le bâti et ces canaux, donc c'est le système des rues et des toitures qu'on peut voir en haut à droite, avec les toitures qui permettent pendant les intempéries donc, d'alimenter directement les canaux en plus de protéger les habitants. Donc ce que vous voyez ici en coupe, donc sur ce principe-là, donc on va alimenter les canaux et évidemment protéger les habitants de la pluie. Une chose importante dans ce village et les villages donc en général, c'est la tour-tambour. C'est ce que vous voyez au milieu schématisé, on en parlera un petit peu plus qui est situé donc, sur la ligne, on va appeler ça la ligne de crête du village. Le village est dans un méandre, mais on est installé sur d'anciennes terrasses et d'anciennes cultures en tout cas. Et donc le réseau hydraulique est conçu de telle manière à ce que la tour-tambour soit sur le point le plus haut et c'est à partir de cet axe névralgique qu'on va desservir les canaux et alimenter les bassins de part et d'autre. Une évolution de ce système hydraulique, et ça va être la base d'un questionnement sur l'évolution de ce patrimoine, puisque le principe même de ce réseau hydraulique est une partie du patrimoine de Zhengchong, un de ces patrimoines, et il est déjà mis à mal par l'installation, le progrès, finalement, puisqu'un réseau tout à l'égout a été créé récemment, en même temps que la route. C'est les tampons que vous voyez donc ici, et qui sont tout le long de la rivière, et qui donc remplacent le système de filtration des eaux sanitaires qu'on trouvait auparavant dans les bassins. Et finalement, le fait que ce réseau ait été créé fait que les bassins, le réseau n'est plus entretenu par les habitants tel que c'était le cas auparavant, et donc on se retrouve avec tout un tas de désordres au niveau de ce réseau. Donc, les désordres en question, c'est donc les canaux qui se bouchent, qui ne sont plus alimentés, l'eau qui croupit dans les bassins, les poissons qui meurent éventuellement, et donc tout le cycle dont on nous a parlé précédemment avec les rizières, avec les poissons qu'on peut déplacer de la ville vers les rizières, se trouve mis à mal, et on commence à voir la modernité finalement qui est peut-être pas adaptée dans ce sens-là. Et c'est une partie de notre réflexion sur comment essayer d'intégrer la modernité dans ce genre de village. Donner l'eau courante, c'est évidemment un besoin, c'est une nécessité tout à fait légitime de la part des habitants d'avoir besoin de l'eau courante dans les habitations, d'avoir un réseau d'assainissement qui fonctionne. Mais comment le faire pour garder ce patrimoine ? Donc on peut pas aborder la question du patrimoine sans regarder tout l'écosystème de cet environnement, donc une symbiose vraiment parfaite entre l'homme et le travail de l'homme et son environnement. Il s'en sert pour manger, pour se soigner, pour se loger et pour s'habiller également. Donc ici, les céréales et en particulier le riz sont cultivés essentiellement pour se nourrir et pour nourrir les animaux d'élevage. On a également le cycle de la forêt. Donc la forêt offre son bois, ses feuillages, ses plantes, également pour la production du charbon, la fabrication d'aromates, de médicaments et voilà, c'est une symbiose complète qui existe avec son environnement. On a également le coton, l'indigo, qui sont cultivés sur tout son cycle pour arriver à sa finalité qui est l'habit, le vêtement. Ensuite, on aborde les activités du village. Donc, elles sont à plusieurs échelles.
Donc ce sont les espaces qu'on a définis comme les espaces partagés extérieurs, donc utilisés par tous. Il n'y a pas de connotation privative de l'espace privatif. Et donc on peut observer plusieurs activités autour de la rivière, par exemple, depuis le séchage des tissus, le lavage des végétaux, des céréales, mais également le séchage des céréales dans les... Oh, pardon. Voilà. Le séchage ici. Voilà. Donc même la route, la nouvelle route, est aussi utilisée, mise à profit par les habitants pour leurs activités. À une autre échelle, à l'intérieur du village, autour des places et des rues, on a aussi des activités très diverses et c'est comme une extension des maisons. La cuisine se fait à l'extérieur, tout le monde y participe. C'est aussi une aire de jeu pour les enfants et un lieu social et d'échange. Ensuite, autour des maisons, donc une échelle un peu plus réduite, toujours les mêmes activités. Ici, on voit le travail de la frappe du tissu. Et à droite, on voit le travail du bois pour la construction. Donc en fait, on a, pour synthétiser tout ça, tous les espaces extérieurs sont utilisables par tout le monde et la notion de privatisation n'existe pas. Un autre type d'espace partagé, donc cette fois on vient de parler des espaces extérieurs partagés, donc on a également des monuments, des édifices donc civils, publics, qui sont également des espaces partagés, utilisables par tous, et dont la fonction varie au cours de la journée, au cours du temps. Et donc par exemple la tour Tambour, dont vous voyez ici le rez-de-chaussée éclairé, donc qui est encore une fois le centre du village, sa fondation, et son rez-de-chaussée est le seul espace couvert éclairé dans le village. Ça marque déjà son importance. Et voilà donc la tour telle qu'on l'a découverte, elle était en travaux au moment où on a fait cette étude, donc qui est un espace donc central, symbolique, où se passent les activités politiques, les relations sociales entre les gens qui se rencontrent au rez-de-chaussée de la tour, parce que seul le rez-de-chaussée est accessible. Donc la tour, visible depuis absolument toute la périphérie du village, et donc qui sert de signal également pour les incendies, les fêtes. Voilà, c'est vraiment un lieu symbolique. Un lieu assez important aussi, puisque c'est le seul lieu finalement où on a une séquence de relation avec l'espace extérieur, donc les fameux espaces partagés extérieurs qu'on voit ici autour du bassin de la tour. Donc tous ces espaces partagés par tous, où les activités intimes peuvent se dérouler à l'extérieur. Ça va être le cas aussi à l'intérieur de la tour, où on va avoir un espace partagé. Mais par rapport à la relation des villageois à l'espace extérieur et à l'intimité, une chose assez particulière, c'est cet espace-là, qui est un espace extérieur, c'est celui que vous voyez ici, là derrière, qui en fait, lors des assemblées du village, qui vont se dérouler à l'intérieur de la tour, on va appeler ça les huis clos, pour les décisions importantes, vont être effectuées ici, alors que c'est un espace extérieur, et respecté par tous. Et finalement, voilà, on a une séquence où on passe d'un espace extérieur à un espace intérieur, et de nouveau un espace extérieur qui, lui, bien qu'on soit à proximité de la personne qui peut nous entendre, va être un espace privé. Et donc là, on voit une utilisation par les anciens du village de la tour. Cette tour Tambour, ça nous permet aussi d'introduire l'architecture Dong, ce qui est spécifique au tour Tambour. Donc on voit le principe avec 4 poteaux, voilà, je reviens ici, avec 4 poteaux centraux ici, qui vont donc monter jusqu'en haut de la tour, et ce système de charpente qui est vraiment emblématique de l'architecture Dong et qu'on retrouvera également dans les maisons un peu plus tard et dans les ponts. Et pour finir, pour souligner la qualité de construction de cette tour et globalement des charpentes Dong, des relevés ont été réalisés sur cette tour par nos soins, et on a vraiment été extrêmement étonné de voir la qualité, la régularité de toutes ces trames, de tous ces modules. C'est extrêmement bien construit. La tour, construite en 1672, n'a absolument pas bougé, et c'est particulièrement impressionnant. Donc, pour continuer dans les espaces partagés bâtis, on a aussi les ponts.
Donc les ponts dits du vent et de la pluie, qui sont aussi des espaces totalement partagés par les habitants. Ils symbolisent dans la culture Dong le dragon qui protège le village et permet une bonne récolte. Ils servent à traverser tout d'abord la rivière depuis le village pour aller vers les rizières et les autres cultures, ou emprunter les chemins dans les villages voisins. Ils servent à transporter les marchandises, à faire sécher également les tissus une fois teintés, s'asseoir sur les bancs aménagés sur les côtés et discuter. Ils protègent du vent, de la pluie et du soleil. Donc on a un nouvel usage apparu sur ces ponts qui est assez conséquent pour leur structure à cause de la nouvelle route. Donc la nouvelle route, vous voyez le gros camion est sur cette nouvelle route que vous avez vu en plan tout à l'heure. Arrivent des petits engins motorisés, triporteurs, motos, etc., qui maintenant passent sur le pont et engendrent des vibrations qui détériorent d'une manière accélérée la structure de ces ponts, et notamment en particulier ce pont-là qui est au sud du village. Donc on en vient à la structure. Donc une structure de poteaux-poutres, espacée comme pour la tour tambour de manière très régulière et très précise. Cette structure supérieure est portée par un système de poutres en console. Des poutres en console qui sont elles-mêmes soutenues par un tas de charges de pierre, de terre, de bois. Le principe de structure qu'on vient de voir avec la tour tambour et les ponts, donc le principe de structure que vous voyez ici, la charpente, les poteaux continus de pied en tête finalement des bâtiments, c'est aussi une marque de fabrique donc de l'architecture dont on va vous parler un petit peu plus maintenant. Donc avec les systèmes donc de Ganlan et de Chwandu, donc qui sont donc ces systèmes de structure de charpente traditionnelle et qui sont finalement déclinés à travers tout le village et les villages alentours qu'on a pu croiser, et qui permettent donc de construire absolument tout. Quand on dit tout, c'est simplement qu'on passe... un peu plus vite, parce qu'il va falloir conclure. D'accord. Donc, simplement pour les fonctions, ça va rejoindre aussi la présentation qui a été faite précédemment. Donc, au rez-de-chaussée, historiquement, on avait donc, les cochons, les revoilà. Et à l'étage vivaient les habitants, et enfin, au dernier étage, servait donc, pour entreposer les cultures et finir de faire sécher pendant les intempéries le grain. Donc aujourd'hui, on a un changement à ce niveau-là, puisque les cochons, finalement, le gouvernement a demandé aux habitants de commencer à sortir les cochons de la ville pour des raisons d'hygiène. Donc finalement, les étages dédiés historiquement aux cochons ont été utilisés maintenant par les familles, et on y trouve les cuisines, etc. Ça repose le problème de l'incendie. Et on verra par la suite qu'on a tenté de le résoudre par l'ajout de cuisine extérieure. Donc c'est un petit retour en arrière par rapport à la structure, donc pour montrer les déclinaisons possibles. Donc à partir d'une structure Chwandu qu'on voit ici, il suffit de rajouter les encorbellements pour avoir une maison. Ici, on a simplement rajouté une grille ici pour avoir un séchoir, et finalement tout fonctionne comme ça, c'est juste une déclinaison d'un même système. Les fameuses cuisines dont on vous parlait il y a un instant, c'est ce que vous voyez donc ici, rajouter des extensions de maisons à la demande donc, du gouvernement. Pour résoudre en partie les questions de l'incendie, on est venu donc, construire hors œuvre des cuisines, dans un style architectural complètement différent, donc, qui ont des qualités esthétiques dont on peut discuter, mais néanmoins qui ont pour intérêt de protéger le village de l'incendie. Alors c'est un premier pas vers un problème qu'on va trouver sur l'ensemble du village, et qui fait son adaptation à un mode de vie contemporain, à des qualités de vie, l'adduction d'eau courante, c'est un ensemble de choses dans ce sens-là qui est en train d'arriver dans le village et qui pose autant de problèmes qu'il n'en résout. Donc, un autre exemple de changement en cours dans le village, c'est ce nouveau quartier ici, qui a été créé suite à un incendie justement qui a eu lieu dans le centre du village, et donc où on voit donc, ces maisons juxtaposées, un module unique.
La structure qu'on vous montrait précédemment, donc qui est modulaire, permet justement d'adapter la taille des maisons au nombre d'habitants, à la fonction, et donc finalement d'avoir des maisons de différentes tailles adaptées aux besoins. Ici, on a créé volontairement des modules tous identiques et qui créent donc ce paysage rural là, puisqu'on est sur un module donc unique et extrêmement régulier. Et finalement, voilà, on a Zhengchong l'ancien, Zhengchong du haut, on va dire, ici, Zhengchong du bas, ici. Est-ce que c'est le même village? Quel futur possible pour adapter l'habitat, adapter le réseau, les infrastructures, etc. à ce village pour accueillir les futures populations éventuelles si le flux migratoire change? Parce qu'aujourd'hui, les habitants quittent Zhengchong. Et aujourd'hui, on a un village ici, neuf, qui est donc à proximité du village ancien, où on peut faire venir les voitures, donc le mode de vie du futur. Bon, j'arrête. Et déjà, on peut avoir ce mode de vie-là dans cette partie du village, mais par contre, voilà, on perd un peu de cette identité-là qu'on vient de vous décrire. Voilà l'équipe qui a participé à l'étude. Alors, vous remercie. Merci. Je dirais qu'une chose, bravo. Franchement, bravo. C'est fantastique, cette évolution du travail de l'école de Chéo, de la façon de penser les choses. Mais je n'ai pas le temps. Donc, Annie Bergeret-Curien, ces villages sont habités par des Dong. Donc vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus sur les ethnies et cette population Dong. Merci. Alors, effectivement, maintenant, on va parler plus exclusivement des Dong, puisqu'on a eu pas mal notamment avec Régis, de propos sur les villages Mia, en même temps que sur les villages Dong. Il faut dire que ces deux ethnies partagent certains territoires, dans toujours cette partie du sud-est de la province du Guizhou. Alors, en ce qui me concerne, je travaille sur la littérature chinoise contemporaine et je suis allée plusieurs fois dans le Guizhou, dans ces contrées-là, il y a une quinzaine d'années. Et depuis 2 ans, dans le cadre du programme que Françoise Gède et d'autres collègues ont rappelé tout à l'heure, on a mené une collaboration sur le thème musique et littérature entre collègues français et chinois Dong et Mia. Et cette année, nous sommes retournés dans certains endroits, notamment le village de Dimen, dont nos 4 invités sont originaires, en tous les cas où ils vivent plutôt, ils ne sont pas forcément originaires du village. Et donc nous sommes retournés pour une résidence musique et littérature dont on va parler et surtout qui va donner lieu à cette restitution aussi musicale que vous allez entendre tout à l'heure. Mais moi, ce que je vais vous présenter là, c'est plutôt certains contenus culturels de la culture précisément des Dong. Alors l'agriculture et la culture ne sont pas trop distantes, vous allez voir. Donc les Dong, pour faire un petit rappel rapide, vivent aux confins de 3 provinces en Chine, contrairement aux Mia qui sont en fait répartis sur plusieurs provinces, on en trouve même en Guyane, en France et les Hmong au Vietnam. Les Dong, eux, sont très soudés. Ils vivent aux confins de 3 provinces, le Guizhou, le Hunan et le Guangxi, en Chine. Ils sont 3 millions. Ce sont des agriculteurs. On l'a vu, riz, beaucoup, maïs. Ce sont également des bâtisseurs. Les cultures en terrasse, vous les avez vues. Ils font des très larges maisons. Et effectivement, les ponts du vent et de la pluie, dont il a été question, ainsi que les tours du tambour, centrales dans leur culture. C'est les lieux de réunion. Il s'agit d'une société vivant en harmonie. Ce concept est très important dans leur culture. En harmonie avec la nature. Et c'est une société qui est solidaire. Elle met en avant les rassemblements collectifs et les bonnes relations entre les villages. Un élément qu'il faut vraiment avoir en tête, qui est fondamental pour comprendre la culture Dong, c'est que ces Dong ne disposent pas d'écriture, c'est une culture orale. Dans la culture Dong, les histoires, les légendes, les récits de migration, les émotions, les scènes de vie quotidienne passent par la musique et notamment par le chant. En particulier le Grand Chant des Dong, que M. Léon Gène a mentionné tout à l'heure plusieurs fois, et qui est aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce Grand Chant est un chant polyphonique qui est exprimé avec ou sans accompagnement instrumental et qui est constitué de nombreux genres. Chant d'amour, chant narratif,
champs à boire, champs de travail, champs au bord de la rivière. On en entendra plusieurs exemples tout à l'heure. Ces chants tirent leur origine d'une imitation des sons de la nature. Voix haute et voix basse chantent ensemble. Les voix basses reproduisent le murmure d'un ruisseau. Les voix hautes sont semblables à des chants d'oiseaux et à des stridulations de cigales. La double tonalité est une caractéristique du grand chant. Plus qu'une répartition en voix, c'est la distinction homme-femme qui opère, révélant une quête cosmique d'équilibre et d'harmonie à l'œuvre dans cette musique. Au Guizhou, ce sont dans les districts de Zhongjiang, Songjiang et Liping, où nous sommes, on n'a plus la carte, enfin toujours pareil, c'est toujours le sud-est de la province, où nous nous sommes rendus en mission, donc notre équipe musique-littérature, l'an dernier et cette année, les autres collègues aussi d'ailleurs, architectes, agronomes aussi l'an dernier. C'est donc dans cette région-là que la culture traditionnelle est la plus vivante, la mieux conservée. Le dong, la langue dong du Sud, une langue qui possède 9 tons et qui est parlée dans cette région, est intrinsèquement musicale du fait de ces 9 tons. Dans les chants qui utilisent parfois des expressions très anciennes, pas toujours intelligibles aux contemporains que nous sommes, enfin et qu'ils sont, poésie et métaphores sont très présents. Images, rythmes, rimes, mots euphoniques nourrissent le chant. Le chant est considéré chez les Dong comme une expérience spirituelle. En chantant, on élève son cœur, son esprit. Yang Xi, une romancière Dong, qui livre dans ses récits la façon dont le chant a existé dans les villages, s'exprime ainsi. Quand tel ou tel professeur chante, je suis comme électrisé. Son chant est comme un esprit flottant dans l'air de la nuit, se promenant au fond de l'âme de chacun. Je suis comme illuminé, mon âme est éveillée. Je vais maintenant m'arrêter sur une légende qui est intitulée « La quête du Zaigetang ». Cette légende est tout à fait significative, représentative de la culture des Dong. Le Zaigetang est une mélodie qui se joue et qui se chante en même temps qu'elle se danse. Nous allons l'entendre tout à l'heure jouée par les musiciens de Dimen, et vous verrez à quoi cela ressemble. Mais d'abord, la légende, et vous allez voir par mon résumé de la légende comme on retrouve bien des choses qui ont été dites tout à l'heure dans ce cycle total des animaux, des humains, du ciel, de la terre. Il y a longtemps, le Zaigetang existait dans le ciel. L'animation régnait au Nouvel An. Les gens jouaient du lusheng. Alors le lusheng n'est pas parmi les instruments de musique qui sont exposés ici, mais peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un orgue à bouche en bambou. Donc dans le ciel, les gens jouaient du lusheng, ils dansaient et chantaient. Les gens sur terre se sentaient solidaires, ils ont eu l'idée de se cotiser et d'envoyer quelqu'un dans le ciel présenter une demande. Tingbi, capable et déterminé, a été choisi. Dans le ciel, la porte était fermée. À force d'insister, il a pu entrer. Il a vu des immortels danser, il a entendu des joueurs de lusheng, et Tingbi, fasciné, en a oublié de manger pendant 7 jours et 7 nuits. Les gens sur Terre, inquiets de ne pas le voir rentrer, ont mandaté une seconde personne, Xiang Ying. Les gens du ciel ont conseillé aux 2 envoyés d'aller voir le maître chanteur et le maître danseur. Autant de catégories qu'on retrouve dans la culture Dong, des gens qu'on a rencontrés dans nos explorations cet été. Ces derniers leur ont demandé d'aller voir les vieux dans la tour du tambour. Les vieux ont dit qu'ils étaient d'accord pour donner aux 2 hommes le Zaigetang, mais que tous 2 devaient leur offrir de l'argent pour bâtir une tour du tambour. L'échange fait, Tingbi et Xiang Ying sont redescendus sur la terre avec le livre du Zaigetang, de la chanson. Arrivant près d'un champ, ils ont été vus par une taupe. Celle-ci voulait avoir le document, elle s'intéressait à ce Zaigetang elle aussi. Elle a grignoté le livre, éparpillant les feuilles, entraînant une page dans un trou. Les 2 hommes ont reconstitué le paquet, le ficelant pour qu'il échappe au regard, mais le vent, qui avait vu l'alias, s'est mis à souffler. Tingbi et Xiang Ying se sont dit qu'ils retrouveraient le livre une fois que le tourbillon aurait cessé. Gagnant une forêt, ils sont tombés sur un homme qui coupait du bois. Celui-ci n'avait pas vu le livre de chant, mais juste le vent tourbillonnait. Ils ont rencontré des fillettes, puis des femmes qui lavaient des vêtements au bord de la rivière. Toutes n'avaient vu que le vent passer. Progressant le long de la rivière, ils sont parvenus à un gouffre où ils ont entendu le vent. Celui-ci avait été vu par la rivière qui, voulant elle aussi le livre, s'était battue avec le vent. La rivière, soulevant une vague, a lancé le livre au milieu de son cours.
Les deux hommes ont aussitôt plongé dedans pour le repêcher. Ils étaient sur le point de l'attraper quand l'ouvrage a filé au fond de l'eau. Tingbi et Xiang Ying, se précipitant à sa suite, ont découvert une cavité plus petite qu'un homme. Ils ne pouvaient y pénétrer. Ils ont tendu les mains et sont tombés sur une loutre, qui leur a demandé pourquoi ils voulaient s'emparer d'elle. « C'est toi qui as volé notre livre de chant ?» a questionné Tingbi. « Ce n'est pas votre livre, » a répondu la loutre. « Je l'ai pris à la rivière. » La loutre a consenti à rendre l'ouvrage pour lequel les deux hommes avaient dépensé de l'argent, mais elle a posé une condition, qu'en récompense, elle puisse manger du poisson, le fameux poisson dont tu as parlé tout à l'heure. Ils ont répondu qu'elle pourrait le faire, mais qu'elle ne serait pas autorisée à en emporter. Exprimant son accord, la loutre a plongé dans la rivière et elle a rapporté le document du Tsaïgotang. Tingbi et Xiang Ying, le livre dans leurs mains, ont été ravis, comme toutes les personnes ravies à leur tour, qui leur ont alors demandé de leur apprendre le Tsaïgotang. Donc la transmission arrive à ce moment. Alors ça, c'était pour la légende. Et maintenant, pour le chant du Tsaïgotang, qui reprend un petit peu les mêmes thèmes, qui est fondé sur les mêmes principes, vous entendrez tout à l'heure, sans doute, qu'en fait, dans ce chant, on entend en alternance des paroles prononcées par celui ou ceux qui mènent le chant, qui conduisent le chant, et les réponses qui sont faites par le chœur. Alors le contenu du chant est très simple, hein, je peux vous le livrer en 2 mots. C'est un chant qui célèbre la rivière, les arbres, la montagne. Le chant loue l'unité familiale ainsi que l'harmonie entre les Dong, donc nos invités et toute leur ethnie, mais également les ethnies voisines, les Mia, et également les Han, qui sont les Chinois qui habitent dans la région. Et c'est pourquoi tous, main dans la main, font le Tsaïgotang en dansant en même temps qu'en chantant. Ils chantent leurs sentiments. Ils sont ensemble de cœur et ils marchent et dansent d'un même pas. Et c'est alors que la terre peut connaître la paix. Ce sont les paroles de la chanson. Deuxième couplet, en chantant de concert le Tsaïgotang, les villageois sont radieux. Et quand on entre dans le pays des Dong, le chant ravive ou anime l'amitié. Voilà, donc c'est vraiment l'unité, la solidarité qui compte. Alors vous entendrez sans doute tout à l'heure que dans ce chant, il y a un son, le son « yé », qui est sans arrêt répété. Yé, 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 vous le remarquerez. Il s'agit de l'un de ces très nombreux mots qui sont dits intercalés, qui sont utilisés dans le chant Dong et qui sont généralement dénués de sens, mais qui sont présents pour créer une harmonie, pour créer une euphonie, et qui bien sûr jouent leur rôle dans le rythme musical. Je voudrais donner 2-3 éléments de précision sur le titre du chant, non plus en chinois, tout à l'heure j'ai dit Tsaïgotang, mais cette fois-ci en langue Dong, où cette mélodie est appelée le duo ye ou dos yel. Les spécialistes de la culture Dong estiment que cette air, donc cette air en yé, où le yé revient tout le temps, est la chanson la plus primitive, la plus ancienne chez les Dong. Cette air est déjà attestée dans des écrits qui datent des Song, du Xe au XIIIe siècle chinois, donc très ancien. Et ce chant est à mettre en relation avec la célébration de la déesse Sa, divinité la plus adorée des Dong, qui est la mère de leurs ancêtres, leur ancêtre la plus lointaine. Le contenu de ce chant tient essentiellement donc dans une louange, merci, au mérite et aux vertus de cette déesse, et donc dans une sollicitation à sa bénédiction et à sa protection. D'après un chant antique Dong, la déesse Sa est elle-même venue du ciel vers le monde des hommes. Vous voyez que c'est le même schéma que celui qu'on a entendu dans la légende. Elle s'y est installée près d'une rivière, là où vivent les Dong. Dans la mélodie du Duoye, les chanteurs forment un cercle, les chanteurs-danseurs forment un cercle qui évoque le soleil. Pour les Dong, le ciel et la terre, avec les éléments naturels que sont la forêt, les arbres et les autres éléments, sont les maîtres, tandis que les hommes sont leurs invités. Cette idée de lien aimable entre une entité recevante et une entité reçue se retrouve dans la pratique de ce chant Duoye, qui a notamment lieu au cours de la réception des habitants d'un village par ceux d'un autre village. Dans le Duoye, le chant est censé exprimer le sentiment, tandis que la danse exprime l'amitié. Les invitants et les invités se mélangent, ils sont main dans la main, côte à côte, ce qui crée un apaisement et une joie générale. Dans ces activités de réception entre deux villages,
Le douoyé, cette forme de chant, est le moment potentiellement le plus long des sacrifices offerts à la déesse Sa. Et c'est donc ce chant est un synonyme de sacrifice à Sa. C'est encore une fois un chant de relation entre les hommes et les dieux, les divinités, et également un chant de relation entre les humains, les êtres humains. Alors, un mot sur l'expression douoyé. Yé, je vous ai dit, c'est un terme euphonique. Les dongs expliquent une collègue Yang Xia, qui est spécialiste chinoise du grand chant des dongs et qui a publié un ouvrage entier consacré à cette question, n'ont pas véritablement dans leur langue de terme ou de concept équivalent à celui de musique, inuit en chinois. Mais ils ont un mot équivalent à celui du chant. Les chercheurs, précise cette spécialiste, considèrent que le chant est la plus importante constituante de la musique dong. Et ce terme duo, dos en dong, est l'équivalent du terme chanter en chinois, changge. Mais en fait, le mot duo en dong s'emploie d'une façon beaucoup plus ample, beaucoup plus ouverte qu'avec son équivalent chinois. Puisque dans la langue dong, quand on combine ce terme de duo, chanter, à des compléments d'objets, on a affaire à toutes sortes d'activités de la vie quotidienne, comme lire un livre, pêcher du poisson, planter du coton, se resservir à table, etc. Ce qui montre bien que le chant est chez les dongs l'incarnation de la vie. Alors, si on voulait donner une traduction française à ce terme de douoyé, on pourrait dire chanter, à l'infinitif, chanter le yé. Donc ce chant véhicule absolument les éléments constitutifs de la culture des dongs. À la lumière de ces documents que j'ai cités, je voudrais très vite mettre en valeur quelques points essentiels dans la culture des dongs. Et d'abord, ce rapport entre les hommes et les éléments naturels. On a déjà évoqué, on voit ici que les hommes, comme les éléments de la nature, sont tous actifs. La légende que je viens de citer le souligne. Il n'y a pas de rapport de domination de l'homme sur la nature dans la culture dong. Et puis aussi, je voudrais souligner ce sens de l'activation de l'espace dans la culture des dongs. La scène qu'offre la nature, la scène offerte par la nature, autant que les lieux construits par les villageois, on en a vu pas mal tout à l'heure, et les lieux qui leur fournissent leur cadre de vie, figurent en termes dynamiques dans les légendes et les chansons. J'insisterai également sur l'inscription dans le temps. Toutes ces œuvres sont transmises oralement. Encore une fois, cette culture dong n'a pas de langue écrite, donc tout passe par l'oral. Elles sont transmises oralement de génération en génération. Il arrive qu'elles soient maintenant aussi transcrites en chinois, et même depuis très peu de temps, on voit ça dans des travaux d'édition, il arrive qu'on ajoute une transcription phonétique du dong faite au moyen des lettres latines. Alors, je voudrais maintenant souligner la nécessité et le goût de la transmission chez les dongs. Là aussi, on en a déjà parlé. Les dongs ont cette passion chevillée au cœur, transmettre. L'enseignement du chant est en premier lieu fait aux jeunes générations dans le cadre familial, parfois dans le monde de la nature, où les parents, travaillant dans la montagne et chantant à l'occasion, emmènent leurs enfants. 2 chanteuses dong avec lesquelles nous avons travaillé cet été, en septembre dernier, qui ont grandi dans les villages et qui ont aujourd'hui intégré une troupe de chant et de danse à la capitale de la province, nous ont raconté leur enfance. Yang Shunyan relate par exemple que sa grand-mère maternelle savait conter des histoires et que dès l'âge de 5 ou 6 ans, en suivant elle, sa mère dans la montagne, elle connaissait déjà toutes les chansons. Sun Xuemei, elle, précise que les filles et les garçons commencent à chanter dès l'âge de 3 ou 4 ans et qu'effectivement, c'est à cet âge qu'ils sont le plus à même d'imiter les bruits de la nature ainsi que la voix de leurs parents. On peut ajouter que cet été, dans notre séjour à Dimeng, on a pendant une semaine, le temps de notre travail sur place, vu au quotidien comment les enfants de nos amis et collègues dong faisaient venir leurs enfants, associer leurs enfants à toutes nos répétitions. Et comme ces enfants, encore plus jeunes qu'à 3 ans, parfois 1 an, 2 ans, couraient partout, attrapaient une petite flûte et écoutaient et étaient déjà là. L'apprentissage du chant se fait ensuite auprès des maîtres chanteurs. Une classe de filles, par exemple, apprend le chant pendant 3 ans, c'est un strict minimum. Les membres du chœur changent peu pendant toutes ces durées, jusqu'au moment où les jeunes chanteuses atteignent l'âge de 17 ou 18 ans, et c'est le moment pour elles de se marier. Alors, les 4 qualités que doit posséder un maître chanteur sont les suivantes. D'abord, une très longue pratique du chant, une expérience prolongée d'enseignement, une excellente mémoire
on le comprend bien, et également une capacité à éditer et compiler les chants. Monsieur Wu Zhangshi, l'un de nos invités, est un maître chanteur. Pour terminer, je pointerai quelques actualités et interrogations dans le but de faire vivre et perdurer ces traditions poétiques et musicales d'une richesse exceptionnelle. En dehors de l'enseignement proprement dit du chant et de la musique, certaines tâches sont entreprises. Alors c'est d'abord le travail de collectage. Ce travail a été engagé dès les années 1950 en Chine, mais il a été suspendu dans les décennies suivantes, durant les tourmentes politiques où la tradition a été vilipendée partout en Chine. Puis il a été repris à compter des années 1980. Autre tâche, l'œuvre d'édition. Édition récemment de travaux qui, eux aussi, avaient été commencés dès les années 1950. Édition aujourd'hui, qui est parfois, elle aussi, réalisée en publication bilingue, dong et chinoise, avec le cas échéant un exposé des difficultés rencontrées dans la traduction entre ces deux langues, dong et chinois, et des difficultés et un exposé de la méthodologie adoptée. Plus largement, c'est le contexte économique et politique des dernières années à l'échelle de la Chine qui a considérablement changé la donne. On a déjà évoqué à plusieurs reprises cet élément, mais vous voyez à quel point c'est une question sensible. L'exode rural a sensiblement vidé les villages des classes d'âge les plus actives de la population. Selon Chen Se, une Américaine de Chicago qui relate son expérience d'1 an qu'elle a passé sur place comme institutrice en 2009-2010, aujourd'hui, 60% des jeunes de Xiaohuang, c'est un village célèbre en Chine où nous nous sommes aussi rendus, célèbre pour son grand chant des dongs, 60% des jeunes donc choisissent de quitter le village pour aller travailler au loin, souvent dans les grandes villes des côtes chinoises. Et donc, à la prochaine génération, les enfants qui utiliseront de plus en plus la langue chinoise, sauront-ils encore chanter les chants dong? C'est la question qu'elle pose. Elle rapporte par exemple qu'un maître chanteur, instituteur de primaire, donc maître chanteur, quelqu'un qui adore le chant, a l'un de ses 2 fils qui ne sait pas chanter. Le père n'a pas voulu lui apprendre car cet apprentissage prend beaucoup de temps, tout comme les études. Et donc le père a fait pour son fils le choix des études. La construction d'impressionnantes autoroutes, on en a parlé, l'apparition d'un tourisme qui va aller en se développant modifie bien sûr également la situation, désenclavant le pays dong, mais le confrontant tout autant à l'aléa d'une perte de ses traditions ou à une transformation de certaines de celles-ci en une seule vitrine pour touristes. La proximité, voire pour partie le mélange des langues et des cultures, n'est cependant pas un phénomène totalement nouveau dans le pays des dongs. En atteste l'existence bien vivante du théâtre dong, très populaire par exemple dans le village de Dimen où nous avons séjourné. Sous les Ming et les Qing, des troupes de théâtre chinoises donnaient des représentations dans les villages dong. Mais c'est au XIXe siècle qu'a été créé le théâtre dong, en langue dong, qui puisait notamment dans les thèmes dong, habituellement et toujours exprimés dans les chants et les légendes de cette ethnie. Or, dans le jeu d'acteurs, ce théâtre utilise le relais de l'écriture chinoise, qui sert dans ce cas uniquement de transcription phonétique du dong, pour aider à la mémorisation de très longs livrets. Durant le spectacle, qui put durer jusqu'à plusieurs jours, 3 à 5 jours, une personne lisant les pages d'un texte dong noté en caractère chinois dans un livret, comme moi j'ai mon texte là, va souffler aux acteurs devant elle, des acteurs qui sont des gens des peuples, des musiciens du peuple, comme nos 2 musiciens aujourd'hui sont des musiciens du peuple, ce ne sont pas des musiciens professionnels, même si vous allez voir leur exigence musicale, ce sont des musiciens qui sont également des agriculteurs, donc cette notion est très importante pour eux. Et donc le souffleur lit aux acteurs, des agriculteurs musiciens ou acteurs, lit aux acteurs en traduisant directement en dong les propos qu'ils doivent tenir. C'est une expérience tout à fait étonnante. Pour conclure, la tâche des passeurs de culture dong avec un champ d'activité considérable qui recouvre la pratique musicale, le collectage, l'enseignement, la créativité, c'est des traditions qui ne sont pas mortes et qu'ils réinventent et qu'ils développent sans cesse, et ainsi que la fabrication d'instruments de musique,
est assurément aussi immense que retentissante. Et je préciserai que Wu Tianchun, notre second chanteur et musicien villageois, est lui-même également facteur d'instruments de musique. Les instruments qui sont ici, que vous allez voir maintenant, sont faits par lui. Merci beaucoup, Annie. Merci. C'était très intéressant. Alors, on n'a pas le temps des questions, mais nous sommes tous à votre disposition. Je vous propose de prendre 10 minutes de pause et de profiter de ces 10 minutes de pause pour nous poser les questions que vous souhaitez poser. Voilà, 10 minutes, le temps d'aménager la salle pour la suite et pour nos musiciens. Merci beaucoup.